Alors, comme vous avez pu le constater déjà ce matin, en entendant la conférence de M. Caulfield, la santé est discutée aujourd'hui dans une perspective éminemment interdisciplinaire. Cet après-midi, on a fait le choix à l'UQTR de proposer à la Fondation Trudeau de joindre des professeurs de notre institution à la discussion. Ce qu'a accepté très rapidement M. Caulfield. Donc, une discussion à 4 avec des perspectives différentes, des idées différentes, des postures différentes aussi. Alors, on a entendu ce matin, par exemple, que la question des médias est centrale dans ce que l'on retient des recherches sur la santé. Il y a évidemment les recherches en santé en tant que telles aussi qui se font. Il y a les questions légales qui touchent la santé. Et on va pouvoir en aborder plusieurs autres cet après-midi. Alors, je vous présente sans plus tarder les membres de ce panel. M. Frédéric Langlois, qui est professeur titulaire et directeur du département de psychologie de l'UQTR et psychologue certifié en thérapie cognitive et comportementale. Il est clinicien-chercheur et impliqué dans le développement d'interventions psychologiques, mais aussi dans la formation des futurs psychologues. Son désir d'offrir la meilleure formation clinique l'a amené à occuper le poste de directeur de la clinique de services psychologiques et plus récemment le poste de directeur du département de psychologie. Son statut de représentant de la Mauricie au conseil d'administration de l'Ordre des psychologues est très cohérent avec cette perspective, car la formation de qualité permet aussi de protéger le public, mandat central d'un ordre professionnel. M. Gilles Bronchetti, à l'autre bout de la table, professeur titulaire et directeur au département d'anatomie à l'UQTR. C'est à l'Université de Tel Aviv, en Israël, que Gilles Bronchetti a complété un baccalauréat en biologie, option zoologie, une maîtrise en zoologie et un doctorat en neurosciences, puis réalisant un postdoctorat à l'Institut d'anatomie de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne, en Suisse. Il a suivi une formation en anatomie humaine. Il a enseigné l'anatomie jusqu'en 1999 et s'est ensuite joint à l'UQTR comme professeur d'anatomie. Financé par le CRSNG depuis 2001, M. Bronchetti œuvre à la recherche sur la réorganisation des systèmes sensoriels chez les souris aveugles. Homme fort impliqué, il a reçu en 2010 le prix d'excellence en enseignement octroyé par l'UQTR. Le professeur Bronchetti a enseigné l'anatomie humaine à une grande variété de professionnels de la santé en utilisant les ressources du laboratoire d'anatomie de l'UQTR. Et il assume aujourd'hui la direction du département d'anatomie depuis sa création, soit en janvier 2013. M. Philippe Fay, thérapeute du sport agréé, professeur au département des sciences de l'activité physique à l'UQTR. Il fait des recherches qui portent sur les altérations fonctionnelles résiduelles chez des personnes ayant subi une commotion cérébrale dans les sports. Il a gradué en 2002 de l'Université Concordia avec un baccalauréat en thérapie du sport et a obtenu sa certification de thérapeute du sport la même année. Il continue ensuite sa formation en obtenant une maîtrise en sciences cliniques de l'Université de Sherbrooke en 2006 et un doctorat en médecine expérimentale de l'Université Laval en 2010. Il a également fait un stage postdoctoral à l'Institut national de santé publique du Québec en 2011-2012. Dr. Fay est aussi fondateur de la clinique Cortex, spécialisée dans la prise en charge des commotions cérébrales. Il est également coordonnateur médical de la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis 2006, auprès de laquelle il a notamment contribué à l'implantation d'un protocole de retour au jeu pour les hockeyeurs ayant subi une commotion cérébrale. Il agit comme thérapeute du sport lors de plusieurs compétitions sportives nationales et internationales, ainsi qu'avec plusieurs équipes sportives de haut niveau. Il est aussi cofondateur et membre du conseil d'administration de la Fondation Pierre-Yves Bouchard, dont la mission est d'aider les personnes ayant subi un traumatisme dans le cadre d'une activité sportive en posant des gestes concrets directement auprès des victimes. Finalement, notre conférencier de ce matin, je le présente brièvement parce qu'il y a des gens qui se sont inscrits spécifiquement pour le panel ne pouvant être présents ce matin. Timothy Caulfield est titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit et en politique de la santé et professeur à la faculté de droit et à l'École de santé publique de l'Université de l'Alberta. Il a été directeur de recherche de la Health Law Institute de l'Université de l'Alberta de 1993 à 2011 et est maintenant responsable du Health Law and Science Policy Group de la faculté de droit. Au cours des dernières années, il a participé à divers projets de recherche interdisciplinaires qui lui ont permis de publier plus de, il faut le dire, 250 articles et chapitres de livres. Il est chercheur émérite en santé de l'Alberta Heritage Foundation for Medical Research et chercheur principal pour plusieurs projets de recherche interdisciplinaires d'envergure traitant de questions éthiques, juridiques, politiques et de santé, notamment reliées à la recherche sur les cellules souches, la génétique, la sécurité des patients, la prévention des maladies chroniques, les politiques contre l'obésité, la commercialisation de la recherche, la médecine douce et l'accès complémentaire et l'accès aux soins de santé.
Alors, sans plus tarder, je vous donne les directives qu'on a données à nos panélistes, c'est-à-dire que vous êtes très libre d'intervenir quand vous le désirez. Je pose seulement quelques questions. L'idéal serait qu'il y ait des interactions entre vous à propos de la question que je vais vous poser, donc sous forme de discussion. Alors, la première question, j'inviterai les professeurs Fay et Bronchetti à répondre en premier, mais ensuite de ça, si vous voulez établir un dialogue, ce serait parfait. Dans votre recherche et votre pratique, constatez-vous une érosion de la confiance en la médecine traditionnelle? Ou constatez-vous plutôt une responsabilisation positive chez les patients qui s'éduquent de plus en plus eux-mêmes en jouant un rôle plus important à propos de leur santé? On pourrait commencer peut-être avec le professeur Fay. Merci. Merci de l'invitation. Alors, je vais commencer étant le plus junior. J'écoutais les pédigrés de tous et chacun et je me disais un peu, wow, qu'est-ce que je fais ici? Donc, pour répondre à la question, de mon côté, je travaille beaucoup en clinique, puis aussi la recherche ici à l'UQTR. Et en fait, ce que j'ai remarqué chez les clients, chez les patients, c'est une meilleure éducation qui pousse le clinicien à aller chercher plus d'informations. Ce n'est plus juste le clinicien en avant du patient qui a la science infuse puis qui va donner ces informations, mais vraiment une interaction avec le patient qui va souvent arriver avec soit des nouvelles idées ou des choses nouvelles qui arrivent dans la littérature. C'est plus souvent dans la littérature grise ou, comme le disait le professeur Caulfield, dans les médias. Donc souvent, les gens vont s'abreuver sur Internet, vont s'abreuver dans les journaux. Ils vont arriver avec des nouvelles connaissances qui vont mettre en perspective avec les traitements qu'ils reçoivent. Donc, moi, je travaille dans le domaine des commotions cérébrales, ce qui fait que souvent, leur perception est aussi altérée puisque c'est leur cerveau qui est atteint. Et donc, il faut travailler aussi avec cette perspective-là. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une érosion de la confiance dans les connaissances. Et au contraire, ça amène un enrichissement de ces choses-là. C'est bien que vous posez la question aux deux parce que je vais avoir un avis un petit peu différent. Juste vous rapprocher un petit peu du micro, s'il vous plaît. Oui. Merci. Ça va comme ça? Oui, parfait. Moi, je suis très pessimiste parce que je pense qu'il y a, en effet, et là je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, il y a en effet une recherche et une responsabilisation des gens dans le contenu de ce qu'ils vont chercher à savoir. Ce n'est pas forcément dans la qualité de ce qu'ils vont savoir, mais dans le contenu de ce qu'ils vont chercher. Par contre, je pense que, sans parler d'érosion, on n'a pas réussi à combler la distance qu'il y a entre la science et le contenu scientifique qu'il y a maintenant par rapport au savoir de la population en général et ce qu'il y avait, disons, au Moyen-Âge. Je crois qu'il y a autant de différences et de croyances, parce que là, on ne parle pas seulement de faits scientifiques, ou on parle de faits scientifiques vis-à-vis d'une croyance. Il y a autant de différences qu'il y a des siècles. Je vais vous donner juste, vous permettez, un exemple. Il y a quelques années, les dernières années où j'étais en Suisse, en 98, j'ai eu l'honneur d'être sélectionné avec des collègues pour une publication que nous avions faite dans Science pour obtenir un prix, le prix Pfizer de la recherche scientifique. Et le prix est très publicisé, ça apparaissait dans tous les journaux, à la télé et tout ça, et la cérémonie aussi à laquelle j'assistais. Quand je suis rentré à la maison, c'était à Zurich et j'habitais Lausanne, quand je suis rentré à la maison le lendemain, mes enfants ricanaient et ils disaient « tu vas voir, il y a quelqu'un qui va t'appeler » et puis ils rigolaient, ils ne voulaient pas me dire de quoi il s'agissait. Et en effet, monsieur m'a appelé au téléphone le soir et il m'a dit « écoutez, j'ai vu que vous avez reçu un prix, c'est fabuleux, je voudrais que vous m'aidiez. J'ai des acouphènes. Et on m'a dit, le médecin m'a dit que mon cerveau était en train de se détériorer et qu'il n'y avait rien à faire. Il dit, je ne veux pas que mon cerveau pourrisse. En ces mots, il s'est expliqué. Il m'a dit, je suis sûr que vous pouvez m'aider.
Je lui dis, excusez-moi, je ne travaille pas du tout là-dessus, ce n'est pas mon domaine. J'ai eu un prix en sciences fondamentales, pas en sciences cliniques. Mais justement, la personne qui avait eu le prix en sciences cliniques s'occupait des acouphènes. Donc, j'ai dirigé vers cette personne, en étant content aussi de diriger vers quelqu'un d'autre. Et il m'a sorti une phrase qui me fait encore trembler. Il m'a dit, je sais que si vous le vouliez, vous les scientifiques, on vivrait éternellement. Et moi, j'en ai encore la chair de poule quand je pense à ça. On n'a rien fait. On n'a rien fait dans notre éducation, on n'a rien fait dans l'éducation qu'on donne, on n'a rien fait pour combler au total cette distance qu'il y a avec quelqu'un qui avait l'air tout à fait éduqué, tout à fait normal, je veux dire, c'était pas quelqu'un d'aberrant, là. Et moi, ça me fait peur. Et je pense qu'on en est aussi loin que tout le temps, et on croit en n'importe quoi. Les gens veulent croire, parce qu'ils ont besoin de croire, parce qu'ils ont peur, comme nos ancêtres avaient peur du tonnerre et du vent et de la grêle, et ils mettaient des dieux dans tout ça. Les gens ont peur, et ils vont chercher les dieux où ils veulent. Merci. Monsieur Langlois, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Bien, si j'aborde la question pour la santé mentale, je dirais qu'il y a une confiance dans la science qu'il y a eu dans les dernières années pour régler certains problèmes de santé mentale, sauf qu'il va toujours y avoir une partie de la population, puis là j'ai peur qu'on touche à la prochaine question, mais je vais l'aborder quand même tout de suite. Il va toujours y avoir des gens qui croient en des forces spéciales pour guérir les problèmes de santé mentale, et on est toujours pris avec cette... à devoir, sur le moment, quand on a ces patients-là qui nous arrivent, donc à essayer de ne pas porter un jugement, parce qu'il y a quelque chose de culturel des fois là-dedans. On ne veut pas perdre les patients non plus du coup tout de suite. Et de devoir avoir un rôle quasiment de création de pensée critique et ça va toujours être un défi. Là. On va rencontrer ce problème-là aussi. Mais c'est pas la population dans l'ensemble là, qui adhère à ça. Là. Merci. M. Caulfield? Yeah, excellent comments. I think that I agree with everything that's been said. If you look at the evidence and the survey research that's been done, it's clear that people still have a lot of trust in their healthcare providers. But there's a lack of trust in certain aspects of the whole overall industry. Big Pharma, perhaps Health Canada. And I think that lack of trust in those particular areas can drive people to certain domains. In addition to that, if you look at the research as to why people access these, let's call them pseudomedicines, as they're sometimes called in the literature, it is because they're getting something from that domain that they don't feel like they're getting from science or conventional medicine, whether it coincides with a belief system, whether it's due to a lack of understanding of what is meant by science, or is it because there's something about our healthcare system that isn't satisfying them? Too much time, not enough time, feels very mechanical. All of those kinds of things, I think, feed into that. And for many people, it's not either or, it's both, right? And so I think it goes to something you said. It's how do we allow that to happen in a constructive way, in a way that we can help the patients? And I think it can be very hard. It puts healthcare providers in a really tough legal position. And actually, this is something I've written about, because a healthcare provider can't take off their science hat and put on their, I don't know, whatever belief system hat, that's called their vitalism hat, and then do informed consent with that hat on. So it really becomes difficult with respect to maintaining trust and this physician-patient relationship, and I sympathize with the physicians that have to do it. Having said all that, these kinds of views of the world are becoming more and more popular. Studies tell us this again and again, and not just with the uneducated, as I pointed out in my talk. So I think this is a phenomenon that needs more investigation. Alors, ça nous mène bien à la prochaine question. Puis avant de la poser, je veux juste vous inviter, tous ceux qui sont dans la salle, si vous avez envie de poser des questions, d'intervenir, il y a un micro devant moi ici. Vous avez simplement à vous placer
debout derrière le micro et je vous promets de ne pas vous faire attendre trop longtemps. Là. Dès qu'il y aura un moment, je vous céderai la parole. Alors, dès que vous avez une question, vous n'avez qu'à vous présenter à l'avant. Alors, la prochaine question s'adresse d'abord à professeur Caulfield et professeur Langlois. D'après vous, est-ce que le projet de loi 21 au Québec va réellement protéger les citoyens des charlatans? Ce projet de loi se compare-t-il, et là, ça s'adresse davantage au professeur Caulfield, aux lois en Alberta ou ailleurs? Je vais commencer par refaire probablement un petit rappel à beaucoup de gens dans la salle qui peut-être ne connaissent pas toutes les implications de la loi 21. La loi 21, en fait, c'est un long travail qui a été entrepris depuis 1999, où on a posé la question, est-ce qu'on doit rendre l'acte de psychothérapie un acte réservé? Et c'était donc, ce que ça impliquait auparavant, c'est que quelqu'un qui voulait aller chercher des services était mélangé devant un paquet de titres, donc un psychologue, un psychothérapeute. Un psychothérapeute pouvait faire des soins, offrir des soins. Et on s'est dit, le titre n'étant pas, l'acte n'étant pas protégé, on a un paquet, excusez l'expression, de charlatans qui pouvaient, dans le fond, faire toutes sortes de choses. Et ça arrivait aussi. Donc, depuis 1999, il y a eu énormément d'échanges entre beaucoup de professions. C'est un exercice d'interdisciplinarité qui a été extrêmement long et qui en est venu à une loi qui a vraiment réservé l'acte de psychothérapie. Ça a été long, ça a été difficile. La question aujourd'hui n'est pas de débattre est-ce que ça a été bien appliqué. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a vraiment réussi? Est-ce que, parce que déjà, en étant membre du conseil d'administration à l'Ordre, on entend déjà des transformations dans les nouveaux titres. Donc, maintenant, quelqu'un ne peut plus se nommer psychothérapeute comme il le veut, mais maintenant, on voit des nouveaux termes, le coaching, d'autres termes. Donc, on est déjà confronté dans notre ordre, puis probablement tous les autres ordres professionnels qui ont le droit de faire de la psychothérapie, à cette nouvelle réalité qui est donc, on a juste peut-être transformé le nom, mais on a encore donc des gens qui vont offrir des services, des pseudosciences, on va dire, et qui vont peut-être créer du tort à beaucoup de personnes. Donc, moi, c'est un peu une question, est-ce qu'on a fait tout ça? C'était un long travail pour en venir à une entente où un paquet d'ordres devait tirer sur sa couverte pour savoir qui peut faire quoi. C'était complexe. Et là, on en vient à regarder ce phénomène-là. On a des nouveaux termes qui sont dangereux pour la population. Donc, est-ce que j'ai un regard très critique face à la loi 21? Je pense qu'on va toujours devoir éduquer la population, mais j'aimerais ça entendre Dr. Caulfield là-dessus. Yeah, I, again, completely agree with the comments. We got the questions beforehand, so I had a sort of a prepared answer, and my answer was yes and no, right? I mean, I think it does help. All these kinds of regulations, when you're talking about regulation of health professionals, do go some distance to protecting the public. And that is their goal, right? That is the mandate of these kinds of legislation. The health professional legislation is to protect the public. So I think it does go some distance to doing that. However, for the exact reasons that you said, it's not a complete, it doesn't finish the process for two reasons. One, you can have these other pseudoscientific practitioners emerge almost immediately, and you see that happening all over the world. In addition to that, it takes action within the associations, right? So people may still call themselves that, they may satisfy the piece of legislation, but they may still be practicing in a way that's not less than ideal. I'm not saying that often happens, but that happens with physicians to nurses to you name it, right? So you still need that action to happen within the associations and within the colleges, et cetera, to make sure that people are behaving appropriately. I'm also going to use this as an excuse to get a little controversial, if I may, to talk about health regulation more broadly, because it is a real challenge. Now, not that long ago, I've written a couple pieces on this in the popular press about the regulation of naturopaths. And man, did I get a lot of hate mail. I got a lot of hate mail.
And I was critical of the process, and I was critical of it because I was saying the government is legitimizing pseudoscience. And we had actually done research. It wasn't like this, I wasn't just talking out of thin air. We'd done research on what naturopaths provide, and I apologize if naturopaths are in the room, what naturopaths provide, and how what it's provided matches up with sort of the idea of evidence-based medicine. Now, I have no problem with the idea of naturopathy if people believe in it, but don't portray it as, in the same as an evidence-based, science-based practice. There are some things they provide that are evidence-based, but as a cluster, not so much. And they're also, the whole philosophy is based on a pseudoscientific idea that vitalism and nature cures, etc. But the governments across the country have decided to regulate them. And they're doing that for the purposes of protecting the public. They're not doing it necessarily as a stamp of evidence, right? Saying that these realms are efficacious or this practice is efficacious. But it becomes immediately conflated. And a regulated body is viewed as a regulated profession is viewed as an efficacious profession by the public. And I have quotes from health ministers to say that, right? That as soon as something's regulated, it's viewed as effective. So there's a real challenge in using health regulation as a tool for protecting the public. It can have all these unintended consequences for good or bad. So I sympathize with the government and governments that have been trying to regulate these areas. I know in Ontario they're also pushing for a college of homeopathy, I think, which makes my head want to explode. But and they're not doing it, I don't think, in order to endorse homeopathy, but rather it's the idea of to try to protect people from charlatans, but I don't know how. Oh, anyway, so I do think there are some real challenges here, and so the answer is it has helped. I think it's probably in this context needed, but more needs to be done also. It's just one tool. Would you like to intervene, Professeur Fay? Professeur Bronchetti? Oui, je pense que les lois peuvent aider, en effet, comme le professeur Caulfield l'a dit, peuvent aider à régir une façon de faire, une façon de voir les choses. Mais cela dépend de ce que les gens veulent. Encore une fois, je crois que est-ce qu'on répond à des besoins? Et dans cette course, comme on l'a vu ce matin dans la présentation, on a quand même beaucoup de marche à faire avant de rattraper le besoin de la population qui est d'être rassurée. Tous les faits scientifiques, si vous parlez à un scientifique, il y en a plein ici, si vous parlez à un scientifique et vous lui demandez quelle est la valeur de tel traitement, par exemple, il aura toujours, pour peu qu'il soit sérieux, des doutes. Parce qu'on est des gens qui devons douter pour avancer dans nos connaissances. Si vous demandez à un charlatan dont on parlait, lui n'en aura pas de doute. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre quelqu'un qui doute? Regardez ce qui s'est passé avec le climat. Le fait qu'il y ait certaines personnes qui disaient possiblement le climat va se détériorer, il va y avoir possiblement un réchauffement. Ah, déjà, les gens ne sont pas d'accord, les scientifiques ne sont pas d'accord, et hop, on s'engouffre on s'en fout complètement de ce qu'on dit réellement sur le climat. Il se passe exactement la même chose en santé. Donc, il faut pouvoir arriver à un débat ou à convaincre. Une des possibilités que j'entrevois pour régler ces problèmes-là, c'est peut-être justement le titre qui est ici, l'interdisciplinarité en santé. Si la patient, la personne qui se pose des questions, pouvait rencontrer non pas un individu, mais un groupe d'individus pluridisciplinaires, de professionnels qui ensemble discuteraient avec le patient, on parle de patient partenaire qui fait partie de la discussion, je pense que dans des cas comme ça, le charlatanisme aurait beaucoup moins voix au chapitre. Sinon, j'ai des doutes, encore une fois, pour convaincre n'importe quel gourou, par définition, est un meilleur communicateur qu'un scientifique.
Voulez-vous intervenir? Ben, en fait, j'aurais envie de dire, je suis quasiment ému de la dernière intervention. Je vais me sentir comme gourou. Ça m'amène plus à une réflexion où quand on parle de la notion de doute, ce qui me marque, c'est ça, oui, les gourous sont sûrs d'eux et on a je dirais, quelque chose qui nous nuit comme scientifiques. Je me remets souvent dans la position où des fois on a des appels comme chercheurs de telle revue, puis il faut accepter de diffuser les connaissances. Et à chaque fois qu'on demande à la revue, je demande toujours, est-ce que je peux relire ce que vous allez dire sur moi? Et là, on nous dit non. Parce que nous, on veut donner de la nuance. Et même les médias n'aiment pas trop. Là, je pense qu'il y en avait dans la salle, vous entendez bien ce que je dis. Donc, on aime être très nuancé dans nos positions scientifiques et c'est comme si on ne cède pas face à ces gourous-là qui ont une position très ferme. On est dans la nuance, on doit le faire, mais jusqu'à quel point on se nuit, là, je ne sais pas. Je repars sur une autre lignée, là. La nuance se synthétise mal. Hein. Dans le processus de vulgarisation scientifique, ceux qui s'y sont intéressés remarquent qu'un des premiers processus, c'est de retirer la nuance. Hein. Ensuite, c'est de retirer du contenu aussi, celui qu'on estime être le moins important. Utilisation de la métaphore. La métaphore qui, par l'image, va faire en sorte qu'on va comprendre plus vite, mais en même temps, on va perdre toute cette nuance-là de laquelle vous parlez. Donc, le processus de vulgarisation en lui-même, qu'il soit la vulgarisation scientifique ou qu'il soit la présentation de ces idées-là dans des médias, c'est un processus qui, dans la production même de l'information, enlève ce qui est cher aux chercheurs, c'est-à-dire les nuances et de garder un certain scepticisme qui est le moteur qui va faire en sorte qu'on continue à avancer dans le développement des connaissances. On voit qu'il y a la question de l'interdisciplinarité qui est très forte dans le discours. Il y a aussi la crédibilité de la science par rapport à d'autres croyances. Hein. On finit par mettre au même niveau, chez certaines personnes, une croyance possible ou potentielle en la science, puis d'autres types de croyances. Par rapport à d'autres types de savoirs aussi. Alors, avant de poursuivre avec une prochaine question, je vous pose la question à nouveau parce que j'ai personne debout. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions dans la salle, qui aimeraient poser à nos panélistes? En fait, ma petite mise en contexte, vous allez comprendre le sens de ma question. C'est quelqu'un qui racontait dans une revue, l'actualité, je ne me trompe pas pour nommer personne, qui racontait l'histoire d'un patient qui avait des maux chroniques de dos. Et qu'il avait été voir un spécialiste, il avait été voir un physiothérapeute, avait été voir... et là, tout le monde essayait de traiter le problème, renvoyait la balle. On faisait des opérations sur la douleur. Finalement, ça revenait toujours. Et après quelques années, il s'est juste tanné. Il a décidé de vivre avec son mal et une série d'antidouleurs pour vivre sa vie. Jusqu'au jour où il décide de s'abonner au gym. Et un kinésiologue le regarde travailler. Puis il dit « Ah, mais t'as un peu, tu bouges mal, il y a quelque chose de bizarre. » Et finalement, s'aperçoit qu'il avait une jambe un peu plus courte que l'autre. Et que c'était ça qui causait son mal de dos chronique, et là, il y a eu des petites orthèses et ça s'est placé. Ma question, c'est, quand vous parlez de pluridisciplinarité, comment on peut faire pour que chacune des disciplines en santé se parle? Tu sais, vous dites, ce serait l'idéal, ce serait d'asseoir le patient devant tous les spécialistes qui ont un mot à dire sur son problème, et tout le monde ensemble, on trouverait une solution. Est-ce qu'il y a possibilité d'améliorer ce processus-là communicationnel? Et est-ce qu'on parle beaucoup de centralisation des dossiers médicaux? Est-ce que ça peut être ça comme une piste de solution? C'est moi qui dois répondre. Je ne sais pas comment ça peut marcher. J'aimerais que ça marche. J'aimerais qu'on fasse tout pour que ça marche. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui est fait pour que ça marche, beaucoup de réflexion et beaucoup d'essais. On pourrait citer peut-être, ne serait-ce qu'en formation, les nouveaux cours qui se donnent à l'UQTR, les CIS, les cours justement en interdisciplinarité en santé, qui mettent ensemble toutes les formations en santé, tous les étudiants des formations en santé, pour essayer de réfléchir ensemble à certains problèmes. Ça pourrait être une base de ça. Mais comment ça se fait dans la vraie vie, surtout avec les coupures qu'on nous annonce dans le monde de la santé et de l'éducation d'ailleurs? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse comment ça peut se faire. Mais il faudrait trouver un moyen pour que ça se fasse. À mon avis, il n'y a que comme... Enfin, je ne sais pas si ça pourrait suffire, mais c'est comme ça qu'on arrivera à discuter et à faire participer en même temps la personne qui pose la question, la personne qui est centrale à ça, le patient, aux décisions.
Je pense que, pour ma part, quand mon collègue Bronchi tantôt parlait de l'interdisciplinarité, pluridisciplinarité, puis son modèle, moi aussi, j'étais vraiment ému, mais je me suis dit en même temps, c'est un peu une utopie parce que ça va être très difficile à mettre en place. Donc, comme je vous disais, je travaille en clinique, puis même, je regarde ici dans la salle, je vois les ergots qui sont là, autour d'une table, je vois les kinésiologues là-bas, sont assis en compartiment. Donc, les orthophonies sont proches des ergots. Bon. Mais dans nos formations, on fait des baccalauréats, on fait des maîtrises professionnelles dans un domaine spécifique. Oui, on fait des cours de formation interprofessionnelle. Quand j'étais au doctorat, j'ai même enseigné ces cours-là à l'Université Laval. Je trouvais ça très intéressant parce que on mettait les étudiants en santé ensemble pour voir un peu comment chacun agit l'un avec l'autre. Puis ça permettait aussi de démystifier les professions. Mais quand on s'en vient à la hauteur du patient, c'est très difficile de travailler en interdisciplinarité, même si c'est ce qu'on vise, parce que chacun arrive on va travailler beaucoup plus en multidisciplinarité, parce que en clinique, on essaye de le faire. Donc, ce qu'on va faire, on va s'asseoir autour d'une table, une multitude de professionnels de la santé. On va faire le tour du dossier en quelques minutes, parce qu'on a beaucoup de patients qui transigent puis qui viennent dans les cliniques. Donc, c'est déjà une grande source de temps. Et en plus, c'est une grande source ça coûte très cher aux patients aussi, là, que ce soit ou au système, parce que le temps que les professionnels s'assoient autour des tables, ça coûte de l'argent. C'est que ça prend quelqu'un pour les payer. Donc, tout l'aspect monétaire, financier est déjà très important. Et en plus, ça rajoute une dimension de temps pendant qu'on fait ces réunions-là. Oui, on est centré sur le patient, mais on ne peut pas voir le patient en même temps. Donc, on n'agit pas en termes de traitement, mais on peut faire le plan de traitement. Puis ce que je me suis rendu compte, en tout cas en 2014, c'est qu'on peut travailler ensemble à faire le plan de traitement, mais chacun repart un peu avec ses propres expertises, avec son propre champ de compétences, et ça finit qu'on travaille quand même un petit peu en silo, ou chacun plus en multidisciplinaire. Donc, chacun travaille vraiment selon ses compétences, mais pas nécessairement, oui, pour le bien du patient avec un plan commun, mais chacun va quand même dans son silo. Puis quand on se rencontre une semaine plus tard, parce qu'on ne peut pas faire ça tous les jours, bien, le patient a évolué dans certains domaines et encore, on se rassoit. Donc, il y a une grosse mécanique qui est plus administrative, si je pourrais dire, puis financière aussi, qui vient mettre un gros grain dans le processus. Je pense que c'était je viens un peu de répondre à ma question qui allait arriver plus tard, mais je trouvais que c'était à propos de passer tout de suite. Mais c'est un très beau concept, là. On vise ça. Alors, il y a le professeur Caulfield, puis après ça, le professeur Langlois. Yeah, I'll be very brief. I was fortunate enough to be a co-author of a document very recently produced by the Canadian Academy of Health Sciences, which is one of the Academy of Sciences, I guess, in Canada, on this very topic. And it's about ideal scopes of practice and how you do exactly what was just mentioned. And I agree with everything that you said. It requires system change, right? It requires how people are paid, administered, and also there are very interesting liability issues here. The buck usually stops, rightly or not, with the medical doctor. And the medical doctor may have problems relinquishing decisions and control and diagnosis to other disciplines. So there are a lot of things need to change. But if people are interested in this topic, I'd be happy to send them a copy of the report. It's a superb report that's interdisciplinary team put it together on this very, very topic, making recommendations for Canada. Professeur Langlois. Je voulais juste amener une idée pour tous ceux qui ont des ordres professionnels. Déjà, il y a une part de solution, je pense, qui pourrait être là, parce que les ordres professionnels imposent, entre guillemets, des cours qui doivent être remplis. Donc, les départements respectent ces éléments-là. Mais l'interdisciplinarité est toujours une espèce de vœu pieux. On dit que c'est important, mais jamais c'est demandé de façon très officielle dans les cours. Et je pense que les ordres doivent de plus en plus se parler entre eux parce qu'ils parlent séparément entre eux d'interdisciplinarité, mais je pense que ça arrive rarement qu'ils vont s'asseoir entre eux et dire « Bon, mais qu'est-ce que nous devrions faire tous ensemble pour vraiment mettre en application ce concept-là? » Merci. D'autres interventions dans la salle? Moi, peut-être... Oui? Je suis quand même dans la salle. Ben oui. Je voulais dire aussi, ça me faisait penser...
les professions apprises à l'université, souvent maintenant, il y a des examens finaux qui sont des genres d'examens un peu pratiques, cliniques. Puis souvent, ces examens-là sont, encore une fois, par profession. Donc, peut-être, ça serait peut-être encore plus complexe là, de faire des examens interdisciplinaires, mais si on veut travailler l'interdisciplinarité en clinique, alors que nos examens finaux pour dire oui, tu vas être un bon physiothérapeute, oui, tu vas être une bonne ergothérapeute, ainsi de suite, peut-être tu vas être bon si tu travailles bien aussi main dans la main avec les autres, puis devrait avoir peut-être une partie plus que juste les cours de formation interprofessionnelle avec une coupe de crédit dans la formation. Donc, peut-être, encore là, c'est de changer le système, je pense, là, mais on n'est pas encore rendu là à ce point-ci. C'est juste une idée personnelle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir parmi les membres du panel sur cette question-là? On passe à la prochaine. Ma prochaine question s'adresse d'abord à M. Bronchetti, M. Caulfield. Vous êtes tous deux spécialistes de l'écart entre ce que la preuve montre et ce que nous enseignons à nos étudiants, et de l'écart entre la théorie et la pratique. On oppose souvent théorie et pratique. C'est même une opposition qui est assez questionnable, parce que la théorie, c'est une étude rigoureuse à partir d'une méthode de la pratique, et la pratique, souvent, si elle est une pratique professionnelle régie par un ordre, elle est ancrée dans les résultats de la recherche scientifique. Alors, de créer cette opposition théorie-pratique, c'est en soi une opposition assez intéressante à laquelle s'attarder. Sans s'attarder sur les défauts de notre système de santé, les difficultés dont les Canadiens sont trop familiers, pouvez-vous nous indiquer des solutions réalistes et efficaces qui ont fait leurs preuves? Par exemple, comment est-ce que l'UQTR et l'Université de l'Alberta contribuent à la solution? Please. I wanted extra time to think about this. I thought maybe I interpreted the question a little bit incorrectly. I was thinking more about how do we translate health knowledge to the public, but you're talking more about to health professionals. Is that right? Taking the basic. You can answer to both questions, Okay. in fact. That would be great. So I obviously to the first one, I touched a lot of it in my talk, right? I gave some recommendations about what I thought we should do. So I won't go over those again, but I would like to emphasize some of the things that we talked about after amongst my colleagues, and that is the idea of universities again fostering sort of that basic science, being the incubator for basic science, that independent information, and then also to look at the forces that may be twisting it, and to be at a minimum to be conscious of that. In addition to that, I think that we need to fund and support the whole area of communication. I mean, this is becoming a more and more important topic, knowledge translation and how that information can be translated in a meaningful manner. And I don't think we have enough data on that right now. So I'm really glad that there are people from the School of Communication. Is that what it's called here? Mm-hmm. Okay, the School of Communication here, because I do think that is becoming an increasingly important discipline. In addition to that, I think we need to recognize, and I'm going to use this as an excuse to talk about something that drives me nuts, and you made me think of it when you talked about, in your great comment about climate change, the idea of false balance. I think we need to recognize the different kinds of knowledge and be aware of that, but there is often a false balance that happens in the public domain. And does everyone know what I mean by false balance? So you'll have like an established body of evidence, and then we'll bring in one commentator, one wingnut, to balance the thought. And one of the best examples of it was recently the CBC, the National, had a health panel. I don't know if you guys saw that. And there were some great people on the health panel. Danielle Martin, who is a evidence-based family physician, is on the panel, and there was another specialist on the panel, but also on the panel was a homeopath. And they wrote that, I complained, and they wrote they wanted to have that there as a balance. That creates a great confusion for the public, because I'm balancing the science-based against the homeopath, and from the public's perspective, they're all viewed as a plurality of views that should be given equal weight. So I think as universities, we need to be the voice of because I think that's where it emanates from, of that sort of independent analysis of the best available evidence, and we should take that role incredibly seriously and get involved in policy making, get involved in evidence basing, and work closely with the health professionals in order to make sure that translation process happens in an appropriate manner. Great, thanks.
Ouais, la question était difficile de toute façon, là. Donc, je ne vais pas prétendre y répondre vraiment. Je pense que un des points, mais ça a été soulevé ce matin dans la présentation du Dr Cofield, un des points qui est très important, ce que l'on fait tout le temps, c'est de se poser des questions, c'est de douter. On appelle ça douter, on ne doute pas vraiment, là, parce qu'on est sûr de soi. Là. Mais on se pose des questions, et on se remet en question. Et il faut toujours, et je pense que c'est peut-être la chose la plus importante à transmettre, l'idée de toujours tout remettre en question, de ne jamais rien prendre comme acquis, aucune connaissance, et toujours aller chercher deux points de vue, plusieurs points de vue pour arriver à se forger une idée de la connaissance. Je dis que si on arrive à transmettre ça en même temps que les connaissances de base que l'on transmet dans nos cours, dans nos enseignements et tout ça, on arrivera à former des professionnels de la santé qui sont capables toujours de se reposer des questions, toujours de se remettre et de remettre ce qu'ils lisent, ce qu'ils voient en question, et d'apprendre ça aussi à leurs patients, à leurs familles, autour d'eux. J'espère que ça peut faire avancer les choses. Encore une fois, je suis un peu pessimiste. Plusieurs de nos collègues qui sont en santé et qui forment de futurs professionnels de la santé dans la salle, ce serait bien de vous entendre aussi. Je vous lance une invitation spécifique. Alors, vous pouvez vous sentir interpellé et réfléchir à une intervention potentielle. Pourquoi? Parce qu'on a 4 panélistes, évidemment, à l'avant, notre conférencier, mais c'est aussi important pour nous, en tout cas à la Fondation, d'assurer un dialogue aussi avec les acteurs concernés. Il y a des étudiants dans la salle aussi, donc sentez-vous vraiment à l'aise de venir au micro à l'avant. Alors, la prochaine question s'adresse plus spécifiquement au professeur Caulfield, mais vous êtes tous, évidemment, invités à participer à la discussion à partir de ce qu'il va nous dire. Pouvez-vous nous donner des exemples de la façon dont les médias ont contribué à améliorer la santé de la population? En revanche, quels sont les meilleurs moyens de limiter le rôle néfaste des médias dans le développement et la diffusion des mythes sur la santé? C'est évidemment en lien avec ce que vous avez présenté ce matin, mais plus spécifiquement, c'est d'essayer de voir quelles solutions possibles on peut envisager. Yeah, so I mean, there's some really, there are many great examples. You know, it sounds like I'm bashing the media and bashing pop culture. I don't mean that at all. I'm kind of a pop culture junkie myself. That's one of the reasons I like studying it. And there are many examples of pop culture being used in a constructive manner. Anti-smoking campaigns. They have proven to be very effective. But that's also a good cautionary tale of how you don't need more than just one tool, right? You've got to use various tools. The anti-smoking campaign, which involved images, and also trying to remove smoking as much as possible from popular culture. That has been proven to be very effective. So I don't know if that's called a benefit that popular culture is having, but we're having an impact on popular culture. There are also a lot of examples of celebrities having, I don't know if we call it a positive impact, but in the aggregate a positive impact. Things like when a celebrity is diagnosed with something, that often screening in a particular realm goes up. Now we can debate whether that screening is in the aggregate beneficial, but they have had that impact. And the example of Angela Jolie, I think, you know, I talked about it very briefly in my presentation, and I didn't say everything because I knew this question was coming, also serves as a great example. Now, as I said, we studied the impact of Angela Jolie, and she is often, everyone here I'm sure knows the story. Angela Jolie got genetic testing, found out she was BRCA1 and 2 positive, and made the decision to have a prophylactic mastectomy. And you know, and then she wrote an article to New York Times telling the world about it. It was quite a thoughtful piece. And in that piece, she said that she is, you know, hopefully this means that she'll be around for her children, and children don't have to worry about her getting breast cancer. This had a dramatic impact. In fact, it's called the Jolie effect. And the BRCA1 and BRCA2 gene are called the Jolie genes. But this is a really good example of how complicated the media is. Because in some respects, it looks like it has had positive impact. More women are becoming aware of the possible risk, and interest in the field has increased. On the other hand, there was a study that was published with our study that found that
the Jolie story did not increase the general public's awareness and knowledge about breast cancer and genetics. It just increased their knowledge about Angela Jolie, right? And there's also some evidence that women greatly overestimate their risk for breast cancer. Greatly overestimate their risk, and there's some concern and speculation that the Jolie story heightened that problem even further. In addition to that, there are some, and I put up one headline, who suggests that many women who don't need testing are getting testing now and maybe increasing anxiety and maybe even getting prophylactic mastectomy when it's perhaps not the best option. So I think the conclusion there is it's very strong evidence of the power of media and the power of pop culture in this domain, but also how complex it is. So I go back to my trite conclusions I made during my talk. I think that we need to recognize this and try to think of ways that we can engage it in a manner that more evidence-based knowledge is translated to the public. Professeur Langlois? Pour amener un exemple de situation où les communications peuvent aider énormément, la fameuse loi 21 dont on a parlé tantôt, je rappellerai un élément intéressant, c'est que ça bloquait pendant plusieurs années, les ordres professionnels se chamaillaient vraiment les actes et tout a changé à un événement en 2003. Et vous connaissez tous l'émission Enjeu. Puis peut-être vous allez vous souvenir, c'est suite à une émission qui s'appelait Les thérapies dangereuses. Donc les médias avaient mis le doigt sur une situation et ont présenté à la population tous les dangers potentiels associés à de la mauvaise thérapie. Et c'est vraiment suite à cette émission-là qu'il y a eu un impact important. Et c'est une espèce de poussée qui venait probablement de la part autant de la population que tous les membres dans les ordres professionnels qui ont dû se dire, eh bien là, c'est le momentum, il faut bouger pour s'aider et donner de meilleurs services à la population. Donc, je trouve que c'est un bon exemple de la force là, des médias dans ce contexte-là. Oui, quand vous venez au micro, si vous voulez vous présenter puis dire aussi à quel endroit vous travaillez ou qui vous représentez. Alors, mon nom est... Oui, c'est bon. Ça va? Oui. Mon nom est Roger Périgny. Moi, je suis professeur certifié du programme de méditation transcendantale. Ça fait plusieurs années. Je me demandais, I ask if there are physicians in this room. Est-ce qu'il y a des docteurs ici? Parce qu'on parle de médecine, on parle de santé. J'ai apporté avec moi une brochure qui s'appelle Physician Guides, les docteurs qui Recommending Transcendental Meditation, including key research findings relevant to clinical practice. Moi, je me demandais, on a parlé beaucoup des médecines alternatives. J'ai parlé avec M. Caulfield durant la pause, le café. Je lui ai demandé est-ce qu'il y avait dans ses recherches des recherches qui démontrent que quand un programme ou une technique ou une médecine alternative est validée scientifiquement et ces recherches-là ont été publiées dans des instituts de recherche, aussi des revues scientifiques, est-ce que lui, il a trouvé dans les médecines alternatives que ces recherches-là sont non valides? Ou est-ce qu'il y en a qui sont valides? Et on parle beaucoup d'interdisciplinaire. Donc, est-ce que ces recherches regardent juste la santé ou ça regarde la sociologie, ça regarde la psychologie, ça regarde la physiologie? Alors, je voudrais avoir son opinion sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Professeur Caulfield. So this is a topic that I feel very passionate about. I thank you for the question, and my answer might elicit more hate mail, so I apologize. So I think that as I understand your question is, are there examples of alternative medicine that have been studied, found to be valid, and then integrated into health practices? Well, as I said to you at the break, I like to think that we shouldn't think of things as conventional medicine and alternative medicine. We should think of it as medicine, a science-based medicine.
You know, if we blew it up, I don't care where it comes from as long as rigorous studies show that it worked. And for example, mindfulness. There's increasing study on the effectiveness of mindfulness. And you could argue that came from some degree from the alternative practitioners, and I think there's some better studies that show that this is effective. That's one example. But one of the problems in the realm of alternative medicine, and it goes back to this false balance thing, is many alternative practitioners, and I want to be careful because I'm not saying everyone, but let's, for brevity's sake, they want it both ways. So what they say is we're evidence-based, we're science-based, and they'll put this on their websites, and they'll say that when they're wanting to get regulation. And then when you say, well, here are what the good studies, the rigorous studies say about this practice, then they go, oh, you can't study us using that science. We need different methods. Your scientific method doesn't work with our technique, whether it's homeopathy or whatever. We have to use these special scientific techniques. You can't have it both ways. The science is the same on planet Earth, no matter where you are. If you're in China or India, or I'm absolutely fine if people want to classify this as a philosophy or a worldview, but don't try to have it both ways. And often what's happened, whether it's acupuncture, and there's actually some studies that show post-surgery nausea, some other things where the data is, I think starting to emerge, and who knows why. But what often happens, and you see this with the Cochrane collaboration reviews, is the better the study, the more rigorous the study, often the smaller the effect size. And the studies that often show that complementary and alternative medicine, and again, I'm not saying everything, I'm just trying, for brevity's sake, they're often quite small, and they're often not terribly rigorous. And this also, this also touches on another problem, is that these communities start having their own journals, their own meetings, their own peer-reviewed publications, and it becomes more and more difficult for the public and maybe even healthcare professionals to distinguish between truly rigorous science and the science that's emanating from these kinds of communities. So it is a very confused process, and sometimes I'm pessimistic, but I like to believe that the good science, the good evidence ultimately wins. There's no rush if you want to complete. No, we have some time. I want to hear what my colleagues have to say. Professeur Bronchetti? Je ne vais pas répondre directement à votre question, peut-être plus discuter avec le Dr Caulfield sur ce qu'il disait, avec un point qui m'avait amusé quand j'étais en Suisse encore. Il se passe beaucoup de choses en Suisse. Hein? Il y a le chocolat peut-être qui agit là-dessus, ou les prix Nobel. Il y a pour faire l'histoire courte, j'ai un fils mes deux fils font de la musique, mais un faisait aussi du chant, et il avait un problème d'élocution. Et les chanteurs en Suisse, chanteurs d'opéra, etc., sont tous des fans d'une technique qui est répandue, qui est lancée par un Américain qu'on appelle la méthode Tomatis. La méthode Tomatis, je ne sais pas si quelqu'un la connaît ici, peut-être en orthophonie. La méthode Tomatis, c'est une méthode qui a été développée par un docteur Tomatis et qui prétend qu'on peut filtrer certaines fréquences vocales et qu'on peut apprendre à l'oreille à bien diriger la voix et donc à améliorer la voix. Et il parle de gauchers, des gens qui entendent mieux de l'oreille gauche, c'est des gauchers de l'oreille, il faut absolument les rééduquer, etc. Il y a tout un programme autour de ça et toutes des évidences qui sont, au point de vue scientifique, c'est même pas absurde, elles sont ridicules. Mais c'est très intéressant à écouter. Et comme on demandait à mon fils d'aller suivre un soin dans cette clinique Tomatis, moi j'ai voulu aller voir ce que c'était, j'ai écouté ce qu'il disait. Et ils disent des choses très intéressantes parce que toute leur explication est absurde pour quiconque a une moindre connaissance dans le domaine. Moi, il m'expliquait, par exemple, et ça c'est un exemple qui est fantastique, il disait que pour rééduquer les gens pouvaient faire des exercices. Et ils devaient faire semblant de tenir un micro. Je fais semblant de tenir un micro, je ne vais pas tenir celui-ci. De tenir un micro pour parler. Et ils devaient tenir le micro de la main droite. Et quand ils parlaient, ils envoyaient des ondes sonores contre la peau qui est ici.
Et comme il y avait un nerf qui partait de cette peau et qui remontait jusque dans l'oreille, alors il pouvait rééduquer l'oreille. Vous comprenez, j'étais anatomiste déjà à l'époque. Ce nerf, c'est vrai que je n'ai pas été le chercher spécifiquement, mais bon, en tout cas, je savais qu'il n'était pas là. Mais ça m'a interpellé, parce que les chanteurs qui recommandent cette méthode Tomatis sont des chanteurs qui ont eu des traitements avec ça et qui ont progressé. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on peut dire n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, et en même temps réussir? Si je vous dis à tous, prenez un micro et parlez. Faites semblant de tenir un micro et parlez. Automatiquement, tout le monde, quand il tient un micro, il redresse la tête. Vous redressez la tête, votre larynx est en position de phonation idéale. C'est tout. Vous n'allez pas m'expliquer un air qui vient ici et tout ça, mais ça marche. Et l'idée qui devrait être à la base de toutes ces études, c'est exactement ce que vous avez dit. OK, prenons les faits. Vous aidez, allons avec des méthodes scientifiques trouver pourquoi. Ensuite, on pourra parler et prendre les bonnes idées qui viennent de partout. Ce n'est pas des médecins qui sont nés médecins qui ont eu des bonnes idées. C'est pas vrai. Ça rejoint un peu la question des corrélations qui ne font pas nécessairement sens ou qu'on peut difficilement interpréter. Professeur Caulfield, voulez-vous intervenir à ce sujet? Yeah. I completely agree. What a fantastic example. And I was going to use a similar example, and it actually feeds nicely into our introductory talk. There are many examples of that, and mindfulness is a really good field. You know, there are all these studies that talk about yoga and all these other kinds of methods, and there are real tangible benefits associated with these. And they've even done kind of clinical trials, not great clinical trials, but kind of clinical trials. But who knows what's really going on? If I invented Tim's relaxation technique, which involves sitting in a room quietly and listening to electronica music, and you'd probably get the same benefit. What's happening is people are being quiet for a period of time. Is it that mechanism, or is there something magical about yoga, or is there something magical about Tim's meditation technique that allows these benefits to happen? And some people could say, well, who cares, Tim, if this is, you know, as long as they're getting the benefit. Well, there is a bad byproduct, and that is the legitimization of a pseudoscientific idea that might underlie the outcome. There was a great paper recently published in Nature, and I'd be happy to circulate it. I'm not sure I completely agree with the conclusion, but it's an important paper nevertheless. The authors argue that we should not be funding alternative medicine research because so much of it is scientifically questionable. And if we do study it, just because clinical trials are the way they are, you're going to end up with some positive results, and those positive results are therefore going to legitimize the pseudoscientific notions, energy fields, vitalism, nature cures, that underlies that premise. So very much like the analogy the story that you told, you've got to get to the facts and you've got to break it down. And there are dangers to just saying, well, let's just accept it full force. I know you have comments on that too. Bien, un des problèmes qu'on a, si je prends la perspective des recherches en santé mentale, c'est ça, c'est le contrôle des variables confondantes. Puis, la plupart du temps, quand on veut voir les meilleurs protocoles pour prouver la force d'un traitement face à un autre, il faut contrôler énormément d'éléments, dont le contact patient. Et c'est quelque chose qui est présent dans toutes les thérapies. Donc, comparer des thérapies qui sont efficaces, on a un nouveau problème, c'est que ça nous prend des super échantillons et automatiquement, ça devient infaisable. Donc, on va toujours être pris avec un problème scientifique, donc la question des facteurs communs, et après ça, ben, plus tu augmentes tes échantillonnages, ben, plus tu amènes de nouveaux biais, là, je dirais. Là. Donc, il n'y aura pas de réponse. La science n'aura pas la réponse à tout non plus. Je pense qu'il faut partir déjà aussi avec cette idée-là. Là. Professeur Fay, voulez-vous intervenir?
Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que quand on parle de la science qui amène, par exemple, des nouvelles connaissances, des nouveaux outils, les cliniciens sont empressés de les prendre et de les appliquer en clinique, même si des fois, ils ne sont pas nécessairement validés pour telle population. Et à l'inverse, quand il y a des pratiques qui sont faites depuis des dizaines d'années ou des centaines d'années, qui sont ancrées dans les pratiques et que la science nous dit cette pratique ne marche pas, les cliniciens ne sont pas empressés de l'abandonner. Donc ça m'a toujours un peu fasciné. Je vais prendre un exemple bien simple en physiothérapie. Depuis des lustres, on nous dit si on fait des bains contrastants froid-chaud l'un après l'autre, ça va aider à diminuer l'œdème, alors que toute la littérature scientifique nous dit que non. Pourtant, dans toutes les cliniques, ou presque, les gens continuent de le faire. Les cliniciens ont même peut-être, c'est encore peut-être même enseigné à l'université, là, sous toute réserve, là, mais c'est encore très présent. Donc, mais quand il y a un nouvel outil qui arrive, un test simple, moi, on fait des recherches, là, des fois, qui sont juste préliminaires avec des nouvelles idées, puis les gens veulent tout de suite prendre des nouvelles connaissances parce que c'est un nouveau test. Fait que ça revient un peu, ça vient à me dire le transfert des connaissances vers la clinique, oui, c'est important, mais il faudrait que ça soit bilatéral, c'est-à-dire aussi pour les approches qui ne fonctionnent pas. Donc, je ne sais pas si mes collègues sont d'accord avec ça, mais moi, c'est ce que je remarque dans le domaine plus musculo-squelettique là, ou neuromusculo-squelettique. Alors, on a une autre question dans la salle. Bonjour, ça fonctionne? Oui. Alors, mon nom est Stéphane Labbé, je suis doctorant en communication sociale. Juste sois plus proche du micro. En fait, je vais le prendre dans mes mains parce que je vais finir à genoux. Alors, Stéphane Labbé, doctorant en communication sociale. L'une des solutions envisagées par le politique et notamment également par les organismes subventionnaires tels que le CRSH, une solution envisagée à l'interdisciplinarité, ça a été ce qu'on a appelé la mobilisation des connaissances, le knowledge mobilization. Et l'une des solutions envisagées par la même occasion, devant la difficulté à communiquer les résultats de recherche, ça a été le transfert des connaissances, le knowledge transfer. Plusieurs universités, dont l'Université de Montréal et l'UQAM, ont notamment mis sur pied des bureaux de liaison, des bureaux de valorisation des connaissances. Il y a même des organismes comme le CLIP, le Centre de liaison et de transfert, je crois en psychosocial, quelque chose comme ça, qui a été mis sur pied. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre position face à ces nouveaux départements dans les universités québécoises et probablement canadiennes? Oui, professeur Fay. Mais moi, je trouve ça assez intéressant, premièrement, parce que le transfert des connaissances, on en entend beaucoup parler dans nos demandes de subventions. Il faut le mentionner, sinon on ne sera pas financé. Et maintenant, le transfert des connaissances commence déjà un peu à parler et on nous parle de maillage. Donc, avec les cliniciens, vraiment, aller voir le maillage dans la recherche clinique, puis faire le maillage avec les cliniciens et non un transfert des connaissances du chercheur vers le clinicien. Donc, on est déjà une étape de plus qu'on entend beaucoup parler là, maintenant, qui est un peu l'évolution du transfert des connaissances. Et comme vous le dites, là, ils ont mis maintenant des gens qui sont spécialisés dans le transfert des connaissances, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les connaissances, les nouvelles connaissances qui émergent pour les transférer vers les cliniciens, par exemple. Alors qu'on veut, en tout cas dans mon cas, moi, je veux que les problématiques de recherche soient liées avec la clinique et qu'ils soient payante pour le patient, que ça aide le patient à aller mieux, dans le fond. Donc, une recherche plus axée, centrée sur le patient, alors que dans la connotation transfert des connaissances, c'est comme si les chercheurs avaient la connaissance puis on la transfère. Donc, déjà, on commence déjà à voir un changement là, presque de paradigme, je dirais, là, mais ça, c'est plus mon expérience à moi que je vois sur le terrain. Là. Je ne sais pas ce que mes collègues en pensent. Professeur Bronchetti, vous vouliez intervenir, je pense? Ben, je peux dire, par rapport à ça, peut-être pour reprendre ce que disait le Dr Fay, moi je vois les deux. De mon côté neurosciences, je fais de la recherche très fondamentale sur les souris, en plus qui ont moins de complications que les humains, en partie en tout cas. Et là, quand on parle de transfert de connaissances, d'abord, en sciences fondamentales, j'en suis encore loin, mais c'est vraiment
dire les connaissances, publier, transférer les connaissances de cette manière-là. D'un autre côté, j'ai un autre chapeau comme anatomiste, où justement on travaille avec des chirurgiens. Nous avons plusieurs projets avec des questions posées par les chirurgiens. Donc là, on vient vers le maillage. Le chirurgien a des questions, et c'est des questions qui sont extraordinaires pour nous. Je travaille actuellement avec un chirurgien vasculaire, on a une étudiante de maîtrise, sur un projet où il m'a posé une question sur la vascularisation cutanée de la cuisse. Et puis je me suis aperçu que je ne pouvais pas lui répondre. C'est une question tellement bête là, j'en devenais rouge de honte de ne pas pouvoir répondre, mais c'est vrai, tellement variable qu'on ne regarde pas ces détails-là. Et donc, on a commencé à étudier ça, et puis on commence à avoir des réponses à ces questions. Donc là, il y a un transfert direct. Et il y a plusieurs projets qu'on a fait avec des cliniciens, et c'est toujours comme ça, c'est fantastique. Ça peut-être pas des articles cliniques n'ont pas des gros facteurs d'impact, mais par contre, l'impact, c'est directement sur les patients. Je me souviens d'une anesthésiologiste qui travaillait avec le docteur Graps chez nous. Elle revenait, elle faisait sa recherche les fins de semaine, et la fin de semaine suivante, quand elle revenait, elle disait « ça marche, je l'ai testé sur un patient ». Et c'est fantastique quand ça marche comme ça. Professeur Caulfield? Yeah, I think this is a great question. Is over there? Yeah. Thanks for asking it. And again, we talked about this a little bit at lunch. I'm very much for it if it's about getting knowledge out to the public about what's going on in universities and putting it in a way that is accessible to the public and to healthcare professionals as necessary. I'm also very much for it if it's about translating knowledge so there's existing knowledge that may be relevant to the clinic that hasn't got there yet. Can we move it there in an effective way? I think that is a great idea. But I do worry, and I wonder if this is at the heart of your question, if it's really been interpreted, that this new mandate as you have to do research that can be translated, and you have to do research that has immediate value or maybe is commercializable, as I talked about in my presentation. I think that's problematic. I don't think we need to translate, I don't think we should be doing research that has this immediate impact. A great example of that is the particle collider in Switzerland, which is a big theme today, apparently, just outside Geneva. And that was not done for any kind of immediate commercializable benefit. That was done purely for the exploring the universe, for understanding the universe. And it cost, I think, $10 billion and involved almost every country on planet Earth. And what a wonderful symbol for how science can play out in a very meaningful way, in a way that isn't necessarily worried about immediate benefit, but nevertheless is a very tellable story, as we saw around the Higgs, the excitement around the Higgs. So I'm not sure what part of my answer is relevant, hopefully all of it. Oui, professeur Fay. Pendant que mes collègues parlaient, j'ai eu un flash de l'an dernier. J'ai eu une expérience extraordinaire de transfert des connaissances. Et j'ai été invité sur une table d'experts par l'Association canadienne des traumatisés crâniens. Et donc, je suis arrivé à la conférence et ils nous ont présenté les experts dont je faisais partie. Et ils ont eu l'excellente idée de mélanger au travers des experts, non pas des cliniciens, mais des gens qui avaient subi un trauma crânien. Et je peux vous dire que le transfert des connaissances s'est fait extraordinaire entre les patients et les chercheurs. Donc, nous, on est arrivés là un peu avec nos têtes de chercheurs en train d'essayer de passer nos connaissances, mais je peux vous dire que le transfert des connaissances s'est fait vraiment entre les patients ou plutôt les survivants de traumatismes crâniens. Et par la suite, ça a été une expérience qu'on a refait l'année suivante, donc qui va être refaite cette année et qui a fait évoluer beaucoup même certaines questions de recherche de certains chercheurs ou ouvrir d'autres champs. Donc des fois, c'est le meilleur transfert des connaissances, c'est les gens qui l'ont vécu, dans mon cas, les traumas crâniens. Là. Mais ça a été une expérience extraordinaire. Puis je venais juste d'avoir un flash de ça. Merci. Probablement bon de spécifier qu'ici, à l'UQTR, c'est anciennement le Bureau de la valorisation de la recherche qui avait ce mandat. Maintenant, c'est le bleu
bureau de liaison entreprise-université, qui a un mandat assez large qui inclut pas mal tous les exemples qu'on vient d'entendre. Donc, lien entre l'université et le milieu, autant en termes de transfert de connaissances qu'en termes de projets de recherche en partenariat. Alors, on a une autre question aussi dans la salle. Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Bergeron, je suis médecin en santé publique avec une expérience clinique de quelques 30 années. La question initiale, c'était l'influence un petit peu des médias de façon positive ou négative pour les connaissances en santé. J'ai été confronté l'année passée à... Moi, je suis un adepte des médias sociaux aussi. J'aime bien tweeter, puis j'aime bien aller sur Facebook. Et j'avais des questions de... Ma belle-fille est dans le secteur du droit, alors, bien éduquée. Et elle me rapportait une question sur toutes des rumeurs qui circulaient, des posts sur Internet sur la vaccination, sur les effets négatifs de la vaccination possible, ces choses-là. J'étais surpris de voir ce que vous disiez ce matin, professeur Caulfield, à quel point même les gens cultivés pouvaient entretenir quand même de ces préjugés-là. Et je me suis dit, il faut que je réponde à ça. Alors là, j'ai fait des recherches, je me suis appuyé de mes confrères en santé publique, et j'ai fait une réponse à mes 100 amis qui ont probablement fait des réponses à leurs 100 amis. Où je veux en venir? D'après moi, il faut battre le fer quand il est chaud, il faut répondre au feu par le feu. Parmi les médias sociaux sont un moyen actuellement absolument fantastique, négatif ou positif. Ce matin, vous évoquiez la façon pour les scientifiques d'être interpellés et de s'impliquer au niveau des réponses plus scientifiques à donner à ces rumeurs-là. Mais ça demeure des interventions, comme j'ai fait, individuelles. Et ça demande du temps et ça demande un investissement personnel. Il n'y aurait pas lieu, une question d'ordre pratique, d'avoir une réponse mieux organisée dans les médias sociaux. J'imagine, par exemple, un groupe interdisciplinaire, multidisciplinaire, avec des gens de communication, qui exercent une vigie sur les médias sociaux, tout ce qui circule sur les médias sociaux, et qui ont une réponse organisée, scientifique, à partir des données probantes. Et un site auquel tous les gens ici peuvent référer, tous les scientifiques du Québec peuvent référer, ça fait beaucoup d'amis, pour transmettre une réponse d'allure scientifique un peu plus. Vous disiez, est-ce que ça va changer vous critiquiez ce matin le fait, est-ce que ça va apporter quelque chose? Je me pose la même question. Est-ce que ça va amener, est-ce que ça amènera un plus ou ça ferait juste susciter encore plus de doutes par rapport aux scientifiques? Mais je me dis qu'une réponse individuelle dans un monde collectif comme les médias sociaux portent actuellement, ce n'est pas une réponse qui est suffisante. Il faut avoir une réponse organisée, une réponse qui est faite avec une équipe de communication en particulier pour rendre ces réponses-là plus accessibles à la population et aussi aux scientifiques qui pourraient s'y référer. C'est une suggestion, mais en même temps, j'aimerais vous entendre sur l'utilité ou sur est-ce que c'est un investissement qui serait efficient? Ça pourrait originer des universités, ça pourrait originer de l'Institut national de santé publique, ça pourrait originer d'un organisme le plus indépendant possible. Voilà. Professeur Caulfield, ensuite professeur Bronchetti. I absolutely love the idea. I think it's a spectacular idea. And in fact, it is a little bit at the core of my Trudeau Fellowship, the project that I want to work on. I'm looking at that I am working on, actually, and have already made good progress, looking at a variety of health myths. And then how can, what I think are some of the most common ones, vaccination being a very good example. And then how can we mobilize various tools, including social media, to combat it? I think it's a fantastic idea. I think we need to have both individuals do it, to get involved. Individual researchers should not shy away from social media, as you notice, and we should follow each other, by the way. And I also think that we need to have organizations exactly as you mentioned.
The Cochrane collaboration, I've mentioned their name a couple times here today. They're struggling for funding. I think that entities like that should be more proactive and send out tweets that people can access. Those things are out there. The NIH has tweets that they send out, as you probably know. CDC sends out tweets, and a lot of health organizations do send out information. But you're right, if there was some kind of way we could aggregate this information in a way that would make the public trust it, I think would be tremendously beneficial. So thank you for that suggestion. Moi aussi, je trouve l'idée extraordinaire et je pense qu'on devrait tout de suite créer un centre de vigilance avec des experts. On a une banque d'experts, c'est sur notre site web de l'université, là, mais on n'en fait rien. Ben, pourquoi pas, justement, dès qu'il y a une question qui se pose, on recrute les gens qui veulent répondre, qui veulent s'y mettre, et on répond. Parce que je sais que moi, je ne vais jamais ni sur Twitter, ni sur Facebook, ni sur rien comme ça, j'arrive pas. Mais en tant que groupe, on aurait une possibilité de le faire sans avoir à investir individuellement beaucoup de temps, sans enlever la pertinence que chaque individu qui peut le faire le fasse, bien sûr. Non, je trouve, bravo. J'ai envie d'ajouter, c'est pas la première chose qu'on a envie de faire. Hein. Quand on en appelle des médias, les chercheurs en général ont fait « oh ». Donc, ça serait une belle occasion aussi de dire faut qu'on se fasse former aussi. On ne nous apprend pas à faire de la bonne vulgarisation. Hein, donc, je pense qu'on a besoin aussi que les communications nous forment à passer de meilleurs messages aussi. Donc, un espèce d'organisme comme ça devrait aussi travailler avec des communications pour former les chercheurs à être de bons vulgarisateurs. On n'est pas tous très friands de ça. Merci. Voulez-vous ajouter quelque chose, professeur Fay? Non? OK. Alors, juste avant de prendre une question dans la salle, j'avais 2 dernières questions que je vais placer ensemble pour avoir un échange un petit peu plus libre où vous pourrez intervenir par rapport à celle que vous préférez, en incluant notamment de l'information que vous aimeriez partager ou discuter qui ne cadrait pas nécessairement avec les questions que je vous ai posées. Alors, entre autres, on a parlé beaucoup d'interdisciplinarité, mais à ce sujet-là, je m'adresse particulièrement au professeur Fay, qui a une pratique, qui a une clinique. Comment est-ce que ça se vit, ça, l'interdisciplinarité dans la pratique? Les professionnels se positionnent comment par rapport à cette exigence d'interdisciplinarité-là, qui est un discours très fort, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on constate, premièrement? Puis deuxièmement, les populations qui sont vulnérables aux problèmes de santé mentale, est-ce qu'elles sont aussi plus vulnérables aux mythes liés à la santé? Là, je m'adresserai davantage au professeur Langlois. Alors, professeur Fay? Bien, je suis probablement un peu biaisé puisque je suis chercheur et je travaille en clinique aussi. Donc, ça amène un genre de moteur là, à la clinique à laquelle je travaille qui fait que les cliniciens sont en contact avec le chercheur de façon très régulière. Et malgré ça, on voit vraiment une difficulté à implanter un système interdisciplinaire qui fonctionne à tout niveau, comme je le disais tout à l'heure, pour des fonctions de temps et des fonctions de coût aussi. Donc, quand on a commencé à faire ces pratiques-là, on se centrait sur les dossiers les plus complexes, les personnes qui avaient vraiment des traumatismes importants, qui avaient besoin d'une approche beaucoup plus soutenue. Et les cas se sont mis à s'ajouter sur les listes et les listes. Puis finalement, on s'est dit, il n'y a pas de patient qui est plus important que l'autre. Tous les patients ont besoin d'une approche interdisciplinaire. Et ce qui fait qu'on ne voulait pas non plus passer la semaine à faire des rencontres et ne plus s'occuper du patient parce qu'on s'occupe juste à faire des plans de traitement. Donc, le problème, en fait, c'est vraiment le fonctionnement, je pense, ou la prise en charge initiale du patient, à savoir quand le patient rentre dans le système, je vais appeler ça comme ça, la prise en charge devrait être faite par plusieurs professionnels en même temps, mais c'est très difficile de pouvoir faire cela puisque chacun a ses propres champs de pratique, chacun fait partie de son ordre professionnel qui ont leurs propres particularités, qui, malgré tout, ne sont pas toujours bien ancrés les uns avec les autres. Et je pense que
déjà commencé à travailler en multidisciplinarité, c'est très bien. Mais l'interdisciplinarité, c'est encore mieux. Puis on s'en va maintenant vers d'autres termes comme la transdisciplinarité. Donc, ça évolue encore. Et je pense que c'est un défi, puis encore plus, je pense, au niveau de la santé mentale, parce que justement, ils ont des affections au niveau du cerveau qui peuvent peut-être changer leur perception des choses. Je ne sais pas leur perception du traitement, mais aussi de la manière dont ils sont pris en charge et peut-être plus vulnérables, mais on va en savoir plus dans quelques secondes. En fait, j'aborderais la question en disant que on a vraiment un gros problème dans nos cours. Donc oui, tous nos ordres professionnels ont des programmes et on rencontre nos collègues très tard dans le processus. Ici, je dirais, je vais pointer sur une force, nos cliniques. Nos cliniques qu'on a à l'UQTR, la clinique multi, la clinique de psycho, la clinique de chiro, pédiatrie. Donc, on a plein de cliniques et je pense qu'il faut vraiment miser sur des expériences très tôt dans le processus pour se mettre ensemble, pour travailler ensemble, pour discuter ensemble. Je pense que c'est la grosse limite. C'est vraiment nos programmes qui n'intègrent pas assez cette question-là. Puis, ça fait longtemps que je suis sur le caucus, le forum de toutes nos cliniques, et on en parle, mais on a de la difficulté à mettre ça en place. Et je pense qu'il ne faut pas lâcher l'os. Il faut vraiment travailler encore très, très fort pour savoir qu'est-ce qu'on fait chacun entre nous, puis aller peut-être même vers donc cette transdisciplinarité, mais on est encore très loin. Puis je voulais rajouter aussi, on pense beaucoup interdisciplinarité en parlant professionnel de la santé, mais moi, dans ma pratique, quand je parle d'interdisciplinarité, ça commence par la réceptionniste qui va prendre l'appel parce que la personne qui va être à l'autre bout est peut-être en détresse, va avoir des difficultés. Moi, je travaille avec les traumatisés crâniens. Souvent, ils ont des pensées suicidaires, donc il faut référer. On a dû former tout le personnel par rapport au suicide, alors que ce n'est pas nécessairement des choses auxquelles on s'attendait. Ça va aussi avec la famille, parce que c'est un problème qui est multidimensionnel, biopsychosocial. On travaille aussi en interdisciplinarité, je pourrais dire, avec les écoles, donc les éducateurs dans les écoles, parce que ces jeunes-là qui ont subi un traumatisme retournent dans les classes et souvent il y a une dichotomie entre le sport, l'activité physique. J'ai eu une commotion cérébrale dans le sport la fin de semaine, puis je retourne à l'école le lundi parce que je ne fais pas mon sport, mais on commence à avoir des problèmes dans les classes d'apprentissage. Et là, c'est tout le travail qui se fait. Donc, ce n'est pas juste les professionnels, si je pourrais dire, entre guillemets, classiques, là, mais c'est toute la dimension autour de ça, puis même impliquer la famille, ça fait partie de l'interdisciplinarité. Parce que la famille, après ça, se retrouve avec le patient à la maison. Il va y avoir des fois, il y a des changements de comportement qui sont associés au trauma, qui font que même les familles, l'environnement fait partie de l'interdisciplinarité. Donc, c'est pas juste, même si on parle de formation, bien, les formations, les parents ont toutes sortes d'emplois. C'est pas nécessairement, ils ne sont pas formés nécessairement à l'université dans les sciences de la santé. Donc ça, c'est une chose de plus que je trouve qui est un défi immense, parce que dans nos réunions, c'est quand même assez rare que les parents sont là. Ça peut arriver, mais c'est assez rare que l'entraîneur est là, l'éducateur de l'école, le technicien en loisirs ou ainsi de suite, le professeur. Par contre, c'est toutes des personnes qui peuvent avoir un impact positif pour aider la personne, le patient. Donc, ça, c'est peut-être poussé un petit peu plus loin, mais je pense que même au niveau des réceptionnistes, du staff qui travaille avec ces gens-là, ça fait partie du processus interdisciplinaire. Il ne faut pas les oublier non plus. Merci. Professeur Bronchetti, voulez-vous intervenir? J'aurais été sur la deuxième question, mais qui était sur la santé mentale. Donc, je ne vais pas parler à la place de Frédéric Langlois. Mais c'est sûr, je trouvais intéressant la question, est-ce qu'en santé mentale, il y a plus ou moins d'accès à des médecines parallèles, disons, ou à des soins parallèles? Je pense que c'est un peu partout, pas seulement en santé mentale. À partir du moment où on est confronté, un peu comme le patient dont je vous parlais tout à l'heure, à quelque chose qu'on ne comprend pas. Son cerveau se désagrégeait d'après ce qu'on lui avait dit ou d'après ce qu'il avait compris, pourrissait. Mais notre corps ne répond plus.
il y a quelque chose qui ne va pas, il faut absolument être sauvé en quelque sorte. Et quand on atteint les limites de la médecine, par exemple, ou d'un traitement quel qu'il soit, là, on se réfugie vers le mysticisme plus et vers des espoirs. Donc, je pense que dans tous les cas, on atteint un niveau où on veut croire à quelque chose, que quelque chose pourra nous aider. Ça va être une prière, ça va être autre chose, mais oui, je pense que dès qu'on atteint ces limites. Professeur Langlois? J'irais dans le même sens. En le fond, que ce soit santé mentale, santé physique, on veut enlever de la douleur. Et quelqu'un qui est dans la douleur depuis longtemps peut être dans le désespoir. Et quand on est dans le désespoir, on est prêt des fois à croire à toutes sortes de choses. Donc, je pense que c'est cette notion-là qu'il faut retenir, c'est que les gens qui sont dans cette souffrance-là depuis très, très, très longtemps, si on se met dans leur bottine, on peut comprendre pourquoi ils ont envie de s'en aller vers des sources d'espoir. Donc, quand tu es dans le désespoir, tu cherches une dernière option et ça peut être dans les pseudosciences, ça peut être... mais c'est la solution qui semble la plus accessible à court terme pour enlever de la douleur. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Professeur Caulfield? Yeah, I agree with everything that's been said. In fact, we do a lot of research. A big part of our research portfolio right now is looking at the marketing of unproven stem cell therapies. And a big market for unproven stem cell therapies is obviously people with serious health problems. And they're clearly desperate. And I've given talks to the general public on this topic and have explained the state of the science and the degree to which these clinics that are often off in other countries are really bordering on fraudulent, and the audience will be furious with me. And there have been times when there's been MS patients in the room, and they've been absolutely furious with me for this very reason. And you think that you're doing good for them, you know, saving them from some kind of harm. They don't see it that way. They see you taking away hope, taking away an opportunity for them to feel empowered and control of their lives. So it is a really tough business, and I get, you know, and I sympathize with them. But for sure, I think that they're more vulnerable. On a entendu une conférence très intéressante ce matin et un panel directement lié à la conférence où, en fait, il y a eu plus de consensus qu'on aurait pu penser en plaçant des spécialistes de différentes disciplines qui, au premier abord, présentaient des idées différentes sur papier. Finalement, le consensus se fait plus facilement qu'on peut le penser dans une perspective interdisciplinaire. C'est les chocs électriques qu'on reçoit quand Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que pas mal tout le monde est d'accord sur l'idée que, premièrement, un professionnel, peu importe le domaine, on va pas mal tous être d'accord que la première définition, c'est quelqu'un dont la pratique est ancrée dans les résultats de la recherche. On est un professionnel à partir du moment où, au-delà du savoir-être, au-delà du savoir-faire, il y a aussi l'idée que notre pratique, elle est enracinée dans le savoir le plus récent, un savoir que l'on va vouloir le plus valide possible. Et en même temps, ce qui est intéressant de constater, c'est que dans l'histoire des sciences modernes, il y a eu une évolution de ce qu'on a considéré scientifique. Il y a eu différents débats. Un très important dans les années 30, au début du siècle dernier, où on opposait une vision très positiviste de la science et tout ce qui n'était pas positiviste, on considérait ça non-science. Et on a vu qu'au cours de la discussion, il y a eu cette démarcation-là. Hein? Qu'est-ce qui est science, qu'est-ce qui n'est pas science? Et en même temps qu'il faut faire attention pour reconnaître que dans l'histoire, on a considéré bien des pratiques aujourd'hui légitimes. La moitié des chercheurs dans les universités qui ne feraient pas de la science si on utilisait la définition positiviste du début du siècle dernier. Mais en même temps, il faut effectivement reconnaître que tout n'est pas science et que ce que l'on peut considérer scientifique repose habituellement sur l'utilisation d'une méthode rigoureuse et une façon de traiter les données et de ne pas inventer, c'est-à-dire de pouvoir dire ce que j'ai fait, si ce n'est pas vérifiable dans certains paradigmes, c'est du moins retraçable, c'est-à-dire que je peux faire la démonstration que j'ai suivi une démarche rigoureuse scientifique. Donc, il y a très certainement eu ce premier point-là qui est revenu beaucoup aujourd'hui, la démarcation entre science et non-science, démarcation qui a évolué au fil du temps.
Ensuite, bien évidemment, on a parlé beaucoup de la question des médias, la question de comment on peut faire pour rendre accessibles les résultats de la recherche. Et c'est très certainement par les médias et par les nouveaux médias même aujourd'hui qu'on peut faire ça. Il y a la question qui a été évoquée de la banque d'experts par le professeur Bronchetti, qu'on a ici à l'UQTR. C'est d'ailleurs un projet que M. Morris Rosenberg a pour la Fondation Trudeau, de faire en sorte que tous ceux qui ont été boursiers, ont été lauréats, qui ont été mentors, soient répertoriés dans une banque d'experts accessible à tous et que les médias puissent communiquer avec eux s'ils ont des questions. Et même sur le plan de la recherche, c'est intéressant de constater que, historiquement, dans les reportages, dans les entrevues journalistiques, on réduit toujours le temps accordé à la personne qui est la figure de l'expert dans la nouvelle. On augmente le temps qui est pris par le journaliste pour interpréter ce que l'expert a dit, et on augmente aussi le commentaire de la personne qui est la personne profane qui donne son avis. Donc, la place de l'expert dans les nouvelles et dans les médias n'a cessé de rétrécir, et l'arrivée des nouveaux médias a fait disparaître tout simplement la figure de l'expert dans certaines nouvelles. Alors, c'est dans ce contexte-là aussi qu'on discute de comment on peut faire pour vulgariser la science, la rendre accessible. Puis on a parlé des influences qui s'exercent sur les universités et sur le développement de la recherche. Il y a Olivier Klein à l'Université Laval qui, fin des années 80 déjà, prédisait une influence très grande de ce qu'il appelait les technosciences, c'est-à-dire l'exigence que la recherche soit immédiatement utile et, si possible, utile au domaine des affaires. Mais c'est quand même une proposition qui a été faite au CRSH, il n'y a pas très longtemps, de ne financer que la recherche immédiatement utile. C'était refusé, mais c'est une proposition qui a réellement été faite. Donc, on est dans ce contexte-là où il y a des pressions qui s'exercent sur la recherche, et c'est très certainement ce qui, avant même qu'on en arrive aux médias et à la diffusion du message, peut contribuer à faire en sorte que des chercheurs choisissent de travailler sur un objet ou un autre et finalement décident de le traiter d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est ce qui nous mène à la conclusion de cette journée ensemble. Je désire remercier la Fondation Trudeau de nous avoir fait le plaisir que la conférence de Timothy Caulfield soit présentée ici. Alors, M. Morris Rosenberg, président de la Fondation Trudeau, Jennifer Petrella, directrice du programme des lauréats et de l'interaction publique, M. Timothy Caulfield, notre conférencier. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci aussi à nos 3 panélistes qui ont accepté de discuter avec notre conférencier invité. C'est très intéressant.